sur ce plateau avec nous aujourd'hui Mathieu Bock-Côté. Mathieu, vous êtes docteur en sociologie, chargé de cours à HEC, chroniqueur au Journal de Montréal et au quotidien Le Figaro en France. Vous êtes né le 20 août 1980 à Lorraine. On dit aussi Ville-Lorraine. Oui, en effet. Oui. C'est dans le nord de Montréal, c'est une banlieue, voilà. Alors, parents enseignants tous les deux, votre père, professeur d'histoire du Québec au Collège de Rosemont, et votre mère est enseignante, elle est décédée, malheureusement. Oui. Vous soulignez leur importance en ouverture de ce nouveau livre que vous publiez, L'Empire du politiquement correct. Je vous cite: « À mon père et à ma mère qui m'ont appris qu'un homme respectable est d'abord celui qui se tient droit et qui ne se renie pas. » Qu'est-ce que vous leur devez, Mathieu? Oh, mais je dirais absolument tout. Oui. D'abord et avant tout la vie, mais ça, c'est une évidence. Ensuite, mon père est un homme qui, sans jamais faire la morale, sans jamais faire la leçon, incarne pour moi une forme de droiture dans l'existence. C'est-à-dire, s'il est seul devant 100 personnes, mais il croit... S'il croit avoir raison, la plupart du temps, il est pas dans cette situation-là, oui. Eh bien, il ne plie pas pour se rallier, disons ça, à l'humeur dominante. Et quant à ma mère, ben, c'était un exemple, mais l'incarnation même de la bonté, de la générosité. C'était la femme la plus exceptionnelle que j'ai connue dans ma vie. C'est une mère d'exception. Elle représentait, si je vais au-delà de sa personne, ce vieux monde paysan canadien-français dont on a perdu la trace un peu, une forme de générosité d'existence pour les autres à travers lesquels elle s'accomplissait. Et c'était une femme tout à fait remarquable qui a été enseignante toute sa vie ensuite. Est-ce que vous a inspiré cet amour de ce Québec-là dont vous parlez encore dans ce nouveau livre-là? Est-ce que vous diriez ça, Mathieu? Ça vient d'elle, de ce qu'elle représentait? De mon père. Alors, ma mère était moins politisée que mon père, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle incarnait, je dirais, une certaine manière d'être québécois, d'être québécoise. Et je crois que cela dit, je dois à la famille en tant que telle, qui, comme je dis, n'était pas militante, mais avait des convictions fortes. Ça parlait à la table. Oui. Puis mon père est un indépendantiste de toujours. Ma mère l'était aussi. Ce qui fait que fondamentalement, sur la question qui détermine mon existence au-delà de toutes les étiquettes gauche, droite, conservatiste, progressiste, peu importe, la question fondamentale qui structure mon existence, c'est la possibilité pour le peuple québécois de se gouverner lui-même, d'avoir son propre pays. Cette conviction qui m'habitera jusqu'à ce qu'on réussisse l'indépendance, ça, je crois que je la dois à la famille. Vous croyez encore, vous, à la réussite de l'indépendance? Vous voyez bien que les jeunes générations, s'il faut croire les sondages, on peut mettre en doute la validité des sondages, mais les jeunes qui ont la vingtaine aujourd'hui, semble-t-il, ne sont pas très en faveur de l'indépendance. Vous savez, l'histoire prend son temps. Ensuite, je crois que l'histoire du Québec, regardez ça, l'idée de l'indépendance, elle connaît de grands moments, des moments de reflux. Aujourd'hui, je crois que nous faisons un détour autonomiste vers l'idée d'indépendance. Quand nous allons arriver au terme du processus sur la laïcité, dont on parle beaucoup ce temps-ci, je crois que les Québécois vont redécouvrir que lorsqu'ils veulent faire un geste d'affirmation à l'intérieur du Canada, d'affirmation de leur identité, le cadre fédéral les en empêche, et nous allons redécouvrir peu à peu, je crois qu'il y a dans une forme d'affirmation identitaire version Legault en ce moment, une plus grande pédagogie pour l'indépendance que 300 discours indépendantistes tenus dans l'entre-soi souverainiste depuis 20 ans. Bon. Alors, de ce point de vue, je me permets d'espérer et j'ai au fond de moi-même la conviction qu'on va réussir. C'est intéressant parce que, on vous sent très concerné, très, je dirais, affranchi de vos idées politiques d'emblée. Là, on vient de découvrir que, vous êtes nationaliste, puis vous souhaitez l'indépendance. C'est le jour des découvertes. Vous êtes en faveur du projet de loi de François Legault. On aura compris. En 2000, vous avez présenté votre candidature pour la présidence du Comité national des jeunes du Parti québécois. Mais non, mais on remonte, là, on est là pour ça. Puis, vous avez été responsable l'année d'après du contenu au sein du Bloc québécois. Est-ce que la politique active, ça vous intéresse encore? Non, pas du tout. La politique, ce qui m'intéresse en politique, c'est, vous me pardonnerez de me répéter vraiment, c'est l'indépendance du Québec. C'est-à-dire, en tant que telle, la vie intellectuelle me passionne, la vie des idées me passionne. Une vie vouée à l'écriture, à la lecture, à l'enseignement, c'est la vie à travers... personnellement, de manière très égoïste, dans laquelle je m'accomplis le mieux. C'est celle à travers laquelle j'ai l'impression de faire ce pourquoi je suis fait. La vocation est là. Cela dit, j'ai la plus grande admiration pour les gens qui, tout en ayant une vocation haute, décident d'aller en politique parce qu'ils croient qu'ils peuvent et doivent servir la chose publique. J'ai une admiration pour ceux qui vont en politique. Je ne me crois pas fait pour ça. Si vous me dites, dans 3 ans, on fait un référendum, on a besoin de toi dans l'équipe pour gagner le référendum, est-ce que tu veux venir? Ça se peut que je me pose une question. Mais cela dit, faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, et je crois que je suis meilleur intellectuel que politique. Bon. Lors d'un entretien accordé à 2 hommes en or, ça s'est passé vendredi dernier, Patrick Lagacé, qui vous interviewait, vous a défini comme l'une des figures les plus importantes du conservatisme au Québec. Est-ce que vous trouvez que cette appellation-là, ça vous convient? Elle me semble plutôt inexacte. Ça veut dire? C'est-à-dire que je crois que
bon, il faut jamais se donner une importance soi-même, mais je crois que si on doit m'inscrire dans un milieu, c'est davantage le milieu nationaliste que le milieu conservateur. Parce que le milieu conservateur au Québec, vous savez, ce terme-là, conservateur, on ne sait pas qu'en faire au Québec. Un jour, on saura qu'en faire. On dit nationaliste conservateur, par exemple, oui, à mais votre égard. mais je me sens infiniment plus proche d'un nationaliste social-démocrate syndical du SPQ libre que d'un fédéraliste conservateur. Moi, du point de vue économique, vous voulez dire? Oui, mais plus largement du point de vue national. C'est-à-dire, moi, le conservatisme tel que je le définis dans l'ouvrage que vous avez lu, manifestement, au nombre d'annotations, vous l'avez lu. Vous savez, on l'a lu, on est plusieurs à l'avoir lu dans l'équipe. Nicolas, vous l'avez parcouru. Frédéric Trudel-Martineau a échappé son lunch dessus. Et moi, ma lecture a fait en sorte qu'il se déchirait au fur et à mesure. Il faudrait dire aux éditions du Cercle. Mais pour ce qui est je dirais, le conservatisme tel que je le définis, mais c'est une philosophie, c'est pas une doctrine politique au sens strict. Le conservatisme, c'est ce que j'appellerais une modernité sceptique, c'est-à-dire bien sûr l'émancipation, bien sûr l'affranchissement maximal de l'individu, assurément la souveraineté populaire, mais non à la table rase, oui à la transmission culturelle, oui à cet esprit, cette sensibilité pour les limites. Lorsque l'homme perd le sens des limites, lorsqu'il perd le sens de la continuité, il risque de se néantiser. Et le conservatisme tel que je le définis, c'est ça. Mais politiquement, au Québec, lorsqu'on veut m'inscrire dans une famille de pensée, bien franchement, c'est le nationalisme. Mais on aura compris, Mathieu. Oui, mais vous vous définissez aussi, pas simplement par rapport à la gauche, mais à l'intérieur même de la droite. Vous dites, je suis conservateur, mais pas réactionnaire. Et vous venez de l'expliquer un peu. Vous dites, la différence, c'est que le réactionnaire est contre le progrès, alors que moi, j'accueille la modernité. Or, il y a beaucoup de vos positions qui, à mon avis, me semblent réactionnaires. Même en évoquant votre mère, tout à l'heure, vous évoquiez une espèce de l'amour pour ma mère est réactionnaire. Non, pas l'amour pour votre mère. Vous avez dit de votre mère qu'elle incarnait une espèce de Canada français idéalisé qui appartient, à mon avis, à une autre époque. Mais ça me semble une position un peu réactionnaire que de vouloir revenir à ça. J'ai jamais eu l'idée de revenir à quoi que ce soit. Je vous parlais de ma mère et pourquoi je l'aimais. Je veux dire, je veux pas inventer une mère indigne, progressiste, postmoderne. C'était pas ça, ma mère. Alors, vous m'en parlez. Je vous dis de quel monde elle venait. J'ai pas l'intention de vivre dans ce monde. Mathieu, venons-en à l'écriture, parce que ce livre-là, quand même, il détient plusieurs passages. Bon, par exemple, assez rapidement, au départ, vous dites qu'on est à une époque de modernité. D'ailleurs, vous parlez d'un régime diversitaire. Qu'est-ce que ça veut dire, Mathieu, un régime diversitaire? On connaît, vous savez, il y a 2 livres. Je m'étais intéressé à la question du multiculturalisme directement. Plus largement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette idéologie, non pas la diversité empirique, ça c'est une chose, mais l'idéologie diversitaire qui consiste à dire que fondamentalement, l'héritage de la civilisation occidentale serait un régime d'oppression, de domination, d'aliénation, et qu'il faudrait déconstruire l'ensemble des normes symboliques, anthropologiques, identitaires, pour qu'émerge une diversité qui aurait été refoulée dans l'histoire, dans les marges. Ce qui implique 2 choses. Premièrement, la survalorisation systématique de tous les discours victimaires et au même moment, la disqualification systématique de la position dite majoritaire. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Elle est où, la survalorisation? Par exemple, vous vous posez dès le départ, j'ai l'impression, sans vous nommer comme quelqu'un que l'on écarte de la chose publique, et vous dites que les médias, parce qu'il y a beaucoup, c'est un regard sur le politiquement correct, donc forcément, il y a un regard sur les médias, donc vous dites que les médias, en ce moment, sont dans un monologue progressiste. Vous écrivez pour le journal le plus lu au Québec. Un Québécois sur 2 lit un journal qui appartient à Québécois. La radio la plus écoutée dans la région de Québec, en termes d'heures d'écoute, c'est Radio X. En France, le journal pour lequel vous écrivez, c'est le journal le plus lu en France. On peut pas dire qu'on est dans un monologue progressiste dans le Journal de Montréal, dans le Figaro, à Radio X. Alors il est où cette volonté d'un monologue progressiste qui écarte des gens qui pensent comme vous, Mathieu? Vous avez toutes les tribunes. Non, alors là, vous avez amplement de tribunes. On vous entend, on vous lit. Vous me posiez la question tantôt, c'est-à-dire... C'est ça que je comprends pas, moi. Comment on peut se dire écarté du discours public? Premièrement, c'est pas une autobiographie, c'est une étude de sociologie sur la condition du débat public en démocratie aujourd'hui. Ensuite, dans le livre, ce qui m'intéresse, c'est vous verrez le sous-titre qui est très important. Il est où le monologue progressiste, Mathieu? C'est ça ma question. J'y arrive. Donc, je parle d'un essai sur la respectabilité politico-médiatique. Le fait est que dans le discours public dominant, qui est présent à l'université, qui est présent aussi, qui est relayé par le système scolaire quelquefois, qui est présent dans les médias, il faut bien le dire, pour l'exemple du conservatisme, généralement, par exemple, on dira, par exemple, sur la question de la critique des seuils d'immigration. Des seuils d'immigration assez élevés au Québec. Rarement, votre position sera acceptée à la manière d'une position rationnelle. L'arme utilisée sera, vous êtes xénophobe possiblement, raciste, pourquoi pas, porté sur le repli identitaire, porté sur la régression identitaire. Donc, toute
je dirais, toute remise en question de l'idée diversitaire, on l'entend dans l'espace public, mais elle est codée et traduite par un discours dominant qui ne veut y voir généralement qu'une addition de phobie. Mais comment on peut qualifier un discours dominant quand les chiffres prouvent que les gens consomment plus des médias qui ne sont pas dans ce discours-là, Mathieu? Là, il y a une contradiction, vous l'avez vu dans le livre. La contradiction est la suivante. Les préférences, bonne foi, là. Oui, les préférences populaires, majoritaires, vont dans un sens. Et les préférences médiatiques vont dans l'autre souvent. Ce qui fait que vous entendrez souvent, on l'a vu dans le débat sur la question, par exemple, de l'islamophobie. On nous disait fondamentalement, on entendait ce discours assez dominant, il faut une pédagogie par rapport à la population, éduquer la population, parce qu'elle ne serait pas par elle-même capable de maturité morale. Elle serait portée aux stéréotypes, aux préjugés. Et c'est un discours, je me permets de dire, qui est relayé au-delà même des médias, qui est porté à l'intérieur même quelquefois des programmes scolaires. Le plus bel exemple, c'est ECR, qui est pour moi une forme de scandale dans la société québécoise, c'est-à-dire l'école qui prend en charge la promotion d'une idéologie. Moi, je trouve ça fou. Moi, je suis indépendantiste, je l'ai dit 26 fois à votre micro, mais Mathieu, si on faisait la promotion de l'indépendance à l'école, je m'en désolerais. Mais je comprends, mais 34% de la population montréalaise est née hors du Canada. À Toronto, c'est 49%. D'une part. Donc, des immigrants, là, il y en a beaucoup, de plus en plus, peu importe les politiques actuelles. D'une part, hein, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? Mais on les intègre, chère madame. Je pense que tout l'enjeu est là. C'est-à-dire, lorsqu'on plaide, comme c'est ma position, je dirais que c'était la position de René Lévesque, c'était la position de Camille Lorrain, c'était la position de Jacques... C'est une longue position. Il y a au cœur du Québec une majorité historique francophone. Or, la vocation du nouvel arrivant, c'est de prendre le pli de cette majorité historique francophone, de s'y intégrer, d'apprendre à dire « nous » avec elle, de faire du français non pas une langue sur deux, mais la langue de référence. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une forme de tentation de la cité-État à Montréal. La cité-État, c'est-à-dire comme si Montréal voulait s'extraire symboliquement du reste du Québec. Et moi, je m'en inquiète parce que autant je crois que le Québec a besoin de ses régions, il a besoin de sa métropole. Or, une position comme celle-là dans l'espace public, vous en conviendrez, rarement on va la discuter à la manière d'une position... Mais elle existe, j'en conviens parfaitement qu'elle existe. Discutée rationnellement, elle est discutée comme le symptôme. Elle existe, mais elle n'est pas, à mon sens, dominante. Les chiffres le prouvent, Mathieu. Les chiffres de consommation des médias prouvent que ce n'est pas une position dominante. Et c'est le cœur de votre œuvre. Non, j'y reviens. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre, d'un côté, les préférences populaires qui peuvent se tourner vers différents médias parce qu'on est une société libérale, il y a une pluralité, mais le pouvoir évidemment. des médias se tient dans la consommation que les gens font. Le pouvoir prescripteur, je pense, le plus bel exemple, je préférais ne pas le dire aussi clairement, mais puisqu'on y est, avez-vous l'impression qu'il y a une pluralité intellectuelle présente virtuellement à la radio où nous parlons en ce moment, à Radio-Canada? Franchement, quand on regarde une analyse à Radcan, on est dans les 50 Shades of Left, pour le dire ainsi. Ça, moi, je suis pas là pour défendre mes collègues. Ben, parfait, mais moi, Marie-Grégoire n'est pas à gauche, je crois. Elle a été dans un parti qui est depuis la CAQ. C'est pour vous un symbole du conservatisme. Je sais pas, je vous nomme des exemples. Est-ce qu'on pourrait parler du fait que Québécois empêche, ce n'est pas votre cas, beaucoup de ses collaborateurs qui sont plus proches, par exemple, de ce que vous pensez, d'aller dans d'autres médias? C'est un vrai problème, ça aussi, pour la pluralité des points de vue. Ils sont signés, Mathieu, un instant, là, vous me prenez un cas très particulier. Un instant, mais là... C'est une masse importante de gens auxquels on pourrait faire affaire, qui nous sont interdits. Permettez-moi de répondre un instant. C'est vrai, c'est la réalité. Un instant, mais je vais vous répondre. Dans les médias publics, dans le monde occidental en général, prenez France Culture. Moi, j'écoute France Culture passionnément. Il y a néanmoins un préjugé progressiste qui est institutionnalisé. France Inter, c'est la même chose. On passe au Québec là-dessus. On pourrait dire que le langage médiatique dominant, encore une fois... Ce n'est pas le langage dominant. Votre argumentaire ne fonctionne pas à partir du principe où les codes d'écoute et le lectorat est plus important. Moi, ce que j'entends, faisons le portrait. Le plus bel exemple, prenez le débat sur la Charte des valeurs en 2012-2013. Il y avait à peu près 3-4 chroniqueurs qui étaient favorables. On est à la veille de l'adoption d'un projet de loi qui va dans le même sens et qui est soutenu par la majorité de la population. Oui, mais justement, mais qui se fait sermonner de la plus belle des manières en disant qu'elle est repliée, fermée sur elle-même. Il suffit qu'on s'oppose à ce projet de loi pour être présenté comme le plus grand des humanistes. Il suffit qu'on s'y montre favorable pour être présenté comme un individu suspect. C'est pas ce qu'on lit dans le Journal de Montréal ou dans le Journal de Québec. C'est pas ce qu'on regarde à TVA. Mais permettez-moi de revenir sur... un instant, permettez-moi de revenir sur ce que j'appelle le langage médiatique dominant. Et je reviens sur la boîte puisqu'on y est, parce qu'on va m'obliger à en parler. Radio-Canada... Vous le nommez pas Radio-Canada dans votre parce que c'est pas un livre sur Radio-Canada, c'est un livre sur l'ensemble des sociétés occidentales. Mathieu, il reste 18 secondes. C'est-tu malheureux, hein? Moi, je pense qu'on devrait se reprendre. Nous nous reprendrons, mais cela dit... c'est vigoureux, c'est intéressant. Cela dit, le cœur de la thèse, vous n'avez pas mis l'accent sur le cœur de la thèse, qui est les codes de respectabilité. Et vous conviendrez que lorsque vous avez un conservateur devant vous, vous le regardez avec quelques soupçons. Ah, pas du tout, Mathieu. Moi, je regarde personne avec des soupçons. Je questionne les arguments. C'est ça ma job à moi. Mathieu Bocoté, L'Empire du politiquement correct est paru aux éditions du Cerf. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.
À venir, En deuxième heure, le début du combat national des livres avec Denis-Élise Béchard, Manal Brissy, Marie-Monte Denis, Stanley Volant et Edith Butler. Restez avec nous.